Donc bonjour, oui, bonjour, bonjour à tous et bonjour à tout le monde. Moi, je suis Daphné Reynaud, je suis psychologue clinicienne. Je travaille en psychiatrie depuis plus de 20 ans sur l'hôpital de Clermont-de-Loise. Et sur Paris, je suis volontaire dans les cellules d'urgence, les CUMP. On avait présenté les CUMP ici dans la chaire de philosophie. Et je travaille aussi dans des foyers pour réfugiés, pour les accueillir sur leurs symptômes post-trauma. Je suis une amie de Cynthia Fleury, donc je remercie Cynthia Fleury de nous accueillir. Je remercie Colline Periano et je remercie Virgile Delattre pour la technique. Donc on accueille aujourd'hui Roland Gori et Clotilde Guil. Clotilde Guil qui a écrit un livre qui est Céder n'est pas consentir aux éditions PUF. Clotilde qui est psychanalyste, philosophe, professeur au département de psychanalyse de l'Université Paris 8, tu me dis Clotilde si je fais des erreurs, qui est membre de l'école de la cause freudienne, qui est aussi une amie, et qui a écrit, moi qui a écrit L'être et le genre, Homme-femme après Lacan, tu me dis, et une traversée des identités chez PUF. C'est bon pour la... C'est ça, L'être et le genre, homme-femme après Lacan, c'est le même livre en fait. Ouais, Hein. ok, Ouais, ouais, ouais. voilà. Et Les Amoureuses, qui était Et le les premier. amoureuses. Voilà. C'est comme ça que je t'ai connue. Voilà, c'est ça, c'est Voilà. pour ça que je le cite. Voilà, moi je rencontre, j'ai la chance de, quand j'aime un livre, j'essaye de rencontrer l'auteur. Et Clotilde, j'ai rencontré parce que j'avais lu Les Amoureuses et j'avais trouvé ça super. Et Cynthia pour La fin du courage, que j'étais allée voir. Et Roland Gori, donc, qui est psychanalyste, professeur émérite. Tu m'as expliqué, ça, pardon, je savais pas, c'était honoraire, c'est-à-dire de psychopathologie clinique à l'université d'Aix-Marseille, et qui est l'initiateur depuis 2009 des appels des appels, et qui a écrit son livre, je le montre, La fabrique des servitudes, de nos servitudes, aux éditions Les liens qui libèrent. Donc Roland, ce qu'on va faire, c'est que d'abord Roland, tu vas parler de ton livre, ensuite Clotilde le tien, et on fera le lien de pourquoi vous vous rencontrez aussi tous les deux sur ces deux sujets, voilà, qui peuvent se lier. Roland, tu veux que je te pose une question ou tu peux commencer Et puis d'abord? après, si jamais la Oui, salle a bien des sûr. questions, Eh bien oui. sûr, vous Bien pourrez, on pourra échanger Moi, je me ensemble. poserais déjà la question de, pardon, de la fabrique de nos servitudes. Déjà, c'est le sujet qui t'est venu comment? Pourquoi tu travailles, excuse-moi Roland, pourquoi tu Oui. travailles toujours sur ces sujets-là d'ailleurs? Bon, je vais peut-être quand Ouais, même. vas-y. Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis très content d'être invité dans le cadre de la chaire donc, de philosophie à l'hôpital de Cynthia Fleury. Très content de retrouver mes amis Daphné Reynaud et Clotilde Le Guil. Et merci donc à Colline et à Virgile d'assurer cet accueil et ce soutien logistique. Alors, bon, si tu veux, ça fait déjà un certain temps, je dirais, que après des travaux psychanalytiques sur la parole et le langage, hein, c'est pas très original, ou sur les passions, sur l'hystérie, enfin sur un certain nombre de choses que je ne vais pas déplier là ce soir, disons que j'ai été très sensibilisé à la question de la casse de nos métiers, et en particulier de la casse de nos métiers dans le champ du soin et de l'éducation. La casse de nos métiers, dans un premier sens, par exemple, du côté de la psychanalyse, pour aller vite, je suis allé voir un peu qu'est-ce qui fait que dans les années 60, 70, même 80, il y avait certaines affinités entre les valeurs portées par notre société je dirais, la figure anthropologique que produit la psychanalyse et puis aussi ses annexes, c'est-à-dire la psychologie clinique, la psychopathologie, la psychiatrie, etc. Et puis, on va dire, pour aller vite, qu'à partir des années 90, sous l'influence bien sûr du DSM, même s'il date de 1981, la troisième version, mais plus exactement, et là je vais y venir, sous l'impact d'une espèce de technicisation et de bureaucratisation des formations à l'université et
du cadrage des actes professionnels dans, je dirais, le champ sanitaire, le champ du médico-social, quelque chose était en train de se modifier radicalement. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de désamour, pour aller vite, entre les institutions que je connaissais, les institutions universitaires, les institutions hospitalières, et la psychanalyse avec les valeurs qu'elle porte de surcroît. Elle ne les cherche pas, mais finalement, elle les produit quand même. Alors, je vais reprendre ta question, et donc dans un premier temps, j'ai essayé de voir ça d'un point de vue épistémologique. Donc ça a donné lieu à un certain nombre d'articles et d'ouvrages sur, on va dire, les conditions de validité d'un énoncé et en quoi, par exemple, la psychanalyse et les psychanalystes, à un moment donné, pouvaient tomber dans ce que Georges Canguilhem appelle l'idéologie scientifique, l'idéologie scientiste. Et ça, c'est le cas de toutes les disciplines. Je pense qu'aujourd'hui, dans le domaine de la génétique ou dans le domaine des neurosciences, on a à faire également une espèce d'idéologisation des résultats partiels de ces disciplines. C'est une extrapolation abusive des résultats pour aller vite. Bon. Donc j'ai travaillé un peu cette question, effectivement, à ce moment-là. Bon, il y a eu les ouvrages comme La preuve par la parole, Essai sur la causalité en psychanalyse, etc. À ce moment-là, j'ai essayé de montrer que finalement, à vouloir un peu répondre à toutes les questions qu'on peut se poser dans l'existence par les concepts de la psychanalyse, un peu déconnectés de la méthode qui est la sienne dans la mise en acte des pratiques de cure, eh bien effectivement on risquait de se discréditer. Et puis, encore une fois, je me suis aperçu que c'était le cas de nombre de disciplines dites scientifiques et que ça n'avait pas, c'était pas forcément à la charge, je dirais, de la psychanalyse, puisqu'on avait pu trouver ça dans de nombreux domaines. Et c'est là où je quitte un peu Canguilhem, après je parlerai de mon bouquin quand même, mais je quitte un peu Canguilhem et je m'oriente davantage vers Foucault et Bourdieu, et plus récemment Deleuze. Et à ce moment-là, la question est moins de savoir qu'est-ce qui peut discréditer un énoncé scientifique que finalement, qui ensuite se trouve voué à l'idéologie, que savoir qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a un accueil favorable ou défavorable par la société de certaines découvertes. Et là, à ce moment-là, Foucault m'apporte énormément puisqu'il met à l'évidence une différence entre savoir et science. Les sciences, c'est finalement, elles obéissent à des rationalités méthodologiques rigoureuses et elles produisent des résultats très limités. Et d'une certaine façon, c'est ce que fait la psychanalyse avec le laboratoire de la séance analytique. Et par contre, le savoir, Foucault met bien en évidence que c'est, pourrait-on dire, l'ensemble des grammaires qui, dans une société donnée, à une époque donnée, permettent d'articuler des discours. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, quel que soit le champ, quel que soit le domaine, on va dire qu'il y a un calibrage grammatical des discours que l'on peut produire qui est institué. Ça va? Je suis clair? Vous me suivez? Bon, c'est ce qui explique, par exemple... Roland, peut-être juste une remarque, parce que je trouve que c'est quand même assez complexe, oui. Ce que tu es en train de démontrer, peut-être aussi pour que les étudiants saisissent bien, et pour être sûr que moi aussi j'ai bien saisi, parce que je ne suis pas certaine, en fait, ce que tu dis, c'est que ce qui a discrédité la référence psychanalytique, notamment par exemple dans le champ de la psychiatrie, c'est le fait que la psychanalyse s'autorise un discours de déchiffrage des phénomènes de la civilisation. C'est ça? C'est-à-dire qu'elle sort de la pratique? Est-ce que c'est ça? Alors, c'est pas... Enfin, il y a ça et pas ça. Mais c'est parce que je pensais parler du bouquin que donc il était pris un peu à contre-pied. Non, mais c'est intéressant. Oui, parce que Freud, il a déjà eu des problèmes dès qu'il a commencé. Oui. Quoi. Non, mais alors, si tu veux, c'est ça, mais justement, j'ai essayé de restituer les étapes par lesquelles je suis venu à ces questions plus sociales, plus politiques, plus culturelles. Dans un premier temps, effectivement, je me suis intéressé à la question de l'épistémologie. Avec, par exemple, je vais être très concret, par exemple, on a passé pas mal d'années à démonter les idéologies psychosomatiques, avec Marie-Josée Del Volgo, qui elle avait une formation médicale, neuroscientifique, etc., et pour mettre en évidence que justement, il y avait une espèce d'extrapolation, en quelque sorte,
des données de la cure appliquées au champ des maladies somatiques. Ça va, c'est clair. Et donc j'ai essayé de montrer, mais je ne vais pas le reprendre là parce que c'est vraiment un truc. Bon, on a essayé de montrer que on n'avait pas les garanties méthodologiques qui permettaient de valider justement ces fameuses théories psychosomatiques. Donc si tu veux, là, effectivement, par exemple, dans ce domaine-là, c'est montrer que chaque fois que on sort un peu, je dirais, de la mise en acte d'une méthode dans une pratique, eh bien, on risque d'idéologiser et donc les concepts qu'on utilise et qui sont produits et qui articulent une science. Ça va, c'est clair. Donc tu penses qu'il y a eu une idéologisation de la psychanalyse? Je suis à peu près persuadé, persuadé que aussi bien dans le champ, je dirais, social que dans le champ, je dirais, médical, il y a eu bien sûr une idéologisation de la psychanalyse. D'accord. Et c'est, mais bon, je reviens pour essayer de me recentrer sur le bouquin. Je reviens ensuite à la deuxième étape, c'est que je me suis aperçu que ça n'était pas suffisant pour expliquer le désamour entre la psychanalyse et les institutions, qu'elles soient académiques ou qu'elles soient de soins. Ça va? Je suis clair? Et du coup, j'ai quitté, si tu veux, la référence, par exemple avec Canguilhem ou à d'autres épistémologues, Granger, etc., je ne vais pas les lister là, et pour davantage me centrer sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les découvertes d'une discipline ou ce que les pratiques professionnelles peuvent apporter, qu'est-ce qui fait que c'est plutôt favorisé ou plutôt empêché. Ça va, je suis clair? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que, par exemple, prendre un exemple très concret, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la génétique est un peu discréditée. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, il y a eu des affinités, on dira, culturelles, conceptuelles, entre les théories nazies et les théories génétiques idéologisées, bien évidemment. Bon. Aujourd'hui, on a levé ce tabou-là, c'est une évidence. Je veux dire, l'histoire est passée, et au contraire, la génétique apparaît comme une des figures de proue de nos savoirs actuels. Bon. Je pense que, pour dire la chose simplement, si vous voulez, mais c'est très classique, hein, je voudrais parler aussi du bouquin, parce que ça c'est très classique, ça c'est Foucault, c'est tous les travaux de Foucault depuis les années 1952-1954, maladie mentale et psychologie, etc., met en évidence que dans la manière, par exemple, de théoriser, de conceptualiser, de comprendre la folie ou de comprendre la souffrance psychique avec des dispositifs pratiques que justement on peut mettre en place, eh bien, sont fortement liés aux valeurs d'une société. C'est tout bête ce que je vous raconte. Mais 1980, par exemple, on va retirer l'homosexualité de la liste des troubles du comportement sexuel. C'est pas en fonction de grandes découvertes scientifiques, c'est parce qu'il y a à l'intérieur de l'Association américaine de psychanalyse une pression telle que, avec des coming out, etc., qu'on va retirer en quelque sorte. En 2013, avec la 5e version du DSM, on va rajouter par exemple la silogomanie. Tu connais la silogomanie? Non. Non. Eh ben, c'est la compulsion à accumuler des objets inutiles. Ah oui, bon, si tu en parles. Il est évident qu'on va inclure parmi les troubles du comportement ce truc-là. Sauf qu'on oublie qu'on est dans une société consumériste. Sauf qu'on oublie qu'on est dans une société du tout jetable. Donc ceci pour dire que, si vous voulez, en particulier dans le champ qui est le nôtre, il va de soi que les normes, les concepts, les pratiques sont fortement connectés aux valeurs d'une société, aux valeurs et à la politique d'une culture à une époque donnée. Alors, peut-être juste pour finir sur ce point, encore une fois, ça n'est pas propre à la psychanalyse. Vous avez un grand historien de la médecine qui s'appelle Henrik Sigeris qui montre que, par exemple, la découverte de la physiologie du sang apparaît à un moment donné avec justement à un moment donné parce que la culture est prise par un esprit baroque, aussi bien dans le domaine de la physique, dans le domaine des arts, dans le domaine de la culture, dans le domaine de la pensée. C'est l'esprit de l'époque. Et donc cet esprit de l'époque, ça ne veut pas dire qu'elle fabrique
elle ne donne pas le résultat scientifique. Sinon, c'est des bêtises de considérer qu'une découverte scientifique ne serait qu'une construction sociale. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que la culture et les valeurs peuvent favoriser une découverte, ce qui n'est pas pareil. Et ensuite, sa communication peut être ou bien amplifiée, ou bien empêchée, inhibée. Ça va, je suis clair? Alors, pour terminer sur ce point, justement, parce que là, je suis un peu perturbé du coup. Oh, pardon. Non, écoute. Non, je te passe tout le Seigneur. Ouais. Hein, bon, et on va quand même y venir. C'est-à-dire que, en gros, aujourd'hui, puisque tu as évoqué l'appel des appels, autant en parler. C'est un mouvement donc, qui a été impulsé en fin 2008, début 2009, par un certain nombre d'amis universitaires, soignants, magistrats, journalistes, acteurs culturels, etc., faisant le constat que nos métiers aujourd'hui étaient impactés par, je dirais, de nouvelles servitudes. Voilà, on y vient, de nouvelles formes d'asservissement qui transformaient justement ces métiers. C'est-à-dire qu'on assistait à une espèce de décomposition, si vous voulez, de nos métiers, et qui étaient ensuite recomposés par des raisons politiques, par des raisons idéologiques. Bon, je fais très vite et très simple, mais ça impose une rationalité logistique qui fait que, par exemple, aujourd'hui, nos métiers sont, comme d'ailleurs nos vies, on y reviendra, mais sont pilotés par des chiffres. C'est-à-dire que les chiffres, c'est la nouvelle manière de donner des ordres sans en avoir l'air, et ils s'infiltrent à l'intérieur des dispositifs d'évaluation de nos pratiques professionnelles, ils s'infiltrent à l'intérieur même de la manière dont nous pouvons rendre compte et théoriser ces mêmes pratiques professionnelles. Et donc, pour faire vite et pour faire simple... C'est terrible, hein. On le vit au quotidien, enfin moi en psychiatrie. Bon. Et quand tu dis nos métiers, c'est aussi bien en psychiatrie, en psychologie, dans la pratique de la psychanalyse et dans l'éducation. Aussi dans l'enseignement. Je vais y venir. L'appel des appels, c'est l'ensemble des métiers, aussi bien du soin, de l'éducation, de l'information, de la recherche, de la justice, de la culture, etc. Alors bien sûr, ça impacte de manière privilégiée. Par exemple, dans les années 2008-2009, avec les réformes Sarkozy, ça impacte essentiellement les services publics, mais pas que les services publics. On y reviendra. Donc c'était surtout contre les méthodes d'évaluation quantitative. C'est ça? Oui, c'est bien sûr. Mais je ne vais pas vous parler du bouquin. Ah bah si, il faut y venir maintenant. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, la tarification à l'activité à l'hôpital, la T2A, est l'exemple même où la valeur est définie par la quantité, la tarification monétaire d'un acte médical. Donc du coup, on modifie complètement la finalité. Pour prendre un exemple que je connais bien, j'ai des responsabilités assez importantes à l'université. Si vous voulez, j'étais 15 ans au Conseil national des universités, j'étais vice-président et président de ma section, j'étais 7 ans expert au ministère de la Recherche. Il va de soi que ce à quoi on assistait, c'était que ce qui comptait, c'était le chiffre. Ce qui comptait, c'était le nombre de publications et de publications dans des revues à fort impact factor. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des revues qui sont fortement connectées, je dirais, au champ états-unien, par exemple, de la psychiatrie. Donc, par exemple, moi, j'ai pu participer à la nomination, à la promotion, à la sélection d'un certain nombre de psychanalystes sur des postes de prof ou de maître de conférence, mais à partir du moment où en psycho, comme en psychiatrie, par exemple, des épreuves de titre exigeaient des publications essentiellement internationales, ça voulait dire non pas portugaise, non pas brésilienne, non pas espagnole, non pas italienne, mais ça voulait dire des publications en anglais dans des revues de psychiatrie états-unienne ou anglo-saxonne pour aller vite. Ça voulait dire très clairement qu'il fallait avoir une référence au DSM, et donc ça excluait la psychopathologie, qu'elle soit phénoménologique ou psychanalytique, c'est clair. Donc, mais ça c'est vrai, mais ce que j'ai découvert, si vous voulez, en 2008-2009, qui a été à l'origine de l'appel des appels, et on va revenir sur la servitude, ce que j'ai découvert, si vous voulez, justement, c'est ça, c'est-à-dire que ce qui m'apparaissait comme assez particulier au champ de la psychiatrie, au champ de la psychologie, voire au champ de la santé, était vrai pour tous les métiers.
C'est-à-dire que c'est le moment où j'ai fait un bouquin de l'autre groupe qui s'appelle Exilé de l'intime, la médecine et la psychiatrie au service du nouvel ordre économique. On se rapproche de la servitude. Ce bouquin, il se trouve que je suis allé l'exposer auprès de pédiatres, de dermatologues, bien sûr, donc, mais aussi auprès de magistrats, auprès, si vous voulez, de rééducateurs, auprès d'acteurs culturels, etc. Et je me suis aperçu que c'était la même chose. C'est que, par exemple, si vous voulez, les financements pour des émissions culturelles, les financements pour des spectacles sont, tu connais mieux le problème que moi, sont essentiellement dotés en fonction, par exemple, de la fréquentation. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que la qualité n'est rien d'autre, comme dit Canguilhem, qu'une propriété émergente de la quantité. La qualité n'est qu'une propriété émergente de la quantité. Donc, si vous prenez un exemple très simple et qui parle, eh bien, il va de soi qu'à partir de ce moment-là, c'est la télévision à la Berlusconi qui va gagner sur la RAI, qui est une chaîne d'information de service public. Puisque s'il s'agit, encore une fois, du taux d'audience, du taux d'écoute, eh bien, c'est pas compliqué. Il faut à ce moment-là répondre à la logique consumériste, si vous voulez, de ces services-là. On peut démultiplier les choses. Il est clair que, si vous voulez, à un moment donné, moi j'ai refusé de faire les expertises parce qu'il y avait des listes préétablies de revues qui étaient considérées comme qualifiantes, parce que ce qui comptait, c'était le nombre de thèses ou le nombre d'habilitations qu'on faisait soutenir, et donc on était dans le chiffre. Or, comme le disait Alfred Sauvy, c'est une citation que j'aime bien d'Alfred Sauvy, les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force de se torturer, finissent par avouer ce qu'on veut leur faire dire. Oui. Et donc aujourd'hui, je crois qu'on a ce pilotage des conduites. Pour parler comme Foucault, la conduite des conduites aujourd'hui, elle passe justement par le chiffre. Alors, sur les servitudes, Ouais. je vais quand même y venir. Ouais. Bon, merci. Donc, moi, je vous donnerai d'abord quelques citations, parce que pour moi, c'est comme ça que les choses fonctionnent. C'est aussi reconnaître, je l'ai dit à plusieurs reprises, reconnaître la dette que l'on a vis-à-vis de penseurs qui travaillent aussi en même temps que nous, voire bien avant nous. Et donc, je commence par deux citations, une de Brecht et l'autre de Lacan. Alors, Bertolt Brecht, dans les écrits sur la politique et la société, dit « Rien n'est pire que l'asservissement occulte. Car si l'asservissement est manifeste, s'il est reconnu comme tel, il existe au moins une idée, un autre état, celui de la liberté. Mais si l'esclavage effectif est appelé par tous liberté, la liberté n'est même plus pensable. Non seulement l'asservissement devient un état naturel, mais la liberté devient un état non naturel. » Et je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, nous sommes pris dans des dispositifs de quadrillage, de normalisation des individus. Alors j'y reviendrai par le vecteur de l'information notamment. Ce quadrillage aboutit à une espèce de société totalitaire qui n'est pas totalitaire au sens des trois grands totalitarismes que furent bien sûr le nazisme, le fascisme, le stalinisme, mais une espèce de régime totalitaire de la norme. La norme, quand Canguilhem dit, c'est la somme des exigences qu'on impose à des existences. Eh bien aujourd'hui, c'est ça que j'essaie de vous dire, c'est que nous sommes pris justement dans ce treillis des normes, ce filet des normes qui enserre les individus et qui les conduit à se comporter d'une certaine façon. Bon, j'en ai aussi parlé dans le bouquin, je ne vais pas en parler, mais ce que j'appelle la démocratie des nudges, je ne sais pas si vous connaissez le nudge, c'est le coup de coude, c'est le coup de trompe que la mère éléphant donne à l'éléphanteau pour redresser son comportement et qu'il reprenne le bon chemin. C'est comme ça que ça fonctionne. On peut être très concret. Par exemple, la crise sanitaire n'a pas été gérée par une autorité, on va dire autoritaire, avec la souveraineté de la loi imposant la vaccination, etc. Ça a été le pass sanitaire qui est l'exemple même du nudge. C'est-à-dire qu'en gros, on va favoriser, si vous voulez, ce que l'on souhaite, voire choisir, par ceux auxquels on adresse ces informations. Je suis clair, le nudge typique, et ensuite le nudge typique, c'est la mouche noire dans les urinoirs, n'est-ce pas, ou qui réduit de 80% les éclaboussures. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas dire aux gens, bon, ça ne change pas leur comportement, de ne pas pisser à côté de l'urinoir, n'est-ce pas, ou de faire attention, ils s'en foutent complètement, mais par contre, si on essaie d'influencer
leur comportement, et vous voyez bien qu'on est dans une manipulation sociale, n'est-ce pas? À partir de ce moment-là, il va de soi qu'on n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de discuter, donc on n'a pas besoin de psychanalyse, on n'a pas besoin de politique. C'est aussi ça au passage. Ça va, je suis clair? Et je crois que donc je n'avais pas prévu comme ça. Donc du coup, Non, je t'emmène, mais moi j'aime bien quand c'est un petit peu comme ça. Bah, j'aime bien. Tu vois, par exemple, pardon. Là, tu fous le bazar, quoi. Non, ouais, non, mais ça fait du bien un peu le bazar. Non, non, attends, Roland, juste je pense à la crise, à la crise du Covid. Quand moi qui bosse à l'hôpital, moi, cette période, j'avais l'impression que le monde, enfin la France, le monde, enfin, j'avais l'impression d'avoir les mêmes protocoles, la même pensée dure que je vis à l'hôpital depuis des années. J'ai ressenti ça. Je me suis dit, ben, les gens vont se rendre compte un peu de ce qu'on vit nous aussi à l'hôpital, au point de vue de la pensée de l'administration, des protocoles, des interdictions, de tout ça. C'est voilà, juste dire ça, oui. au point de vue ce que j'ai vécu. Non mais bon, Pardon. non mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Je sais pas où je vais reprendre. Tu le fais exprès là. Non, j'ai pas fait exprès. Non, j'ai pas fait exprès. Non mais c'est très important parce que en gros, si vous voulez, bon, l'invention de la démocratie, pour parler comme Claude Lefort, l'invention de la démocratie, c'est quoi? C'est cette idée que la bonne décision politique, elle n'est pas inscrite dans les textes sacrés, hein, on n'est pas, encore une fois, dans des régimes théocratiques, elle n'est pas inscrite dans, je dirais, l'autorité des ancêtres, les phénomènes de transition, etc. Elle n'est pas déjà établie, la bonne décision politique, elle ne peut advenir qu'après un débat contradictoire, c'est-à-dire qu'elle se trouve, si vous voulez, non pas en amont, mais en aval. Donc à partir de ce moment-là, on accepte l'incertitude, on accepte un peu l'instabilité, on accepte un petit peu le débat, et on invente un régime politique par la parole. Bon, on va l'établir au 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ à Athènes, mais ça n'est pas tout à fait vrai, parce que c'est vrai dans différentes régions du monde. Je ne vais pas développer ce point là-dedans, sinon alors là on se perd complètement. Bon, disons pour faire vite et pour faire simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, on ne sait pas à l'avance ce qu'il faut décider, et que on peut parier sur une espèce d'intelligence démocratique qui, en mettant en débat différents points de vue, peut advenir, si vous voulez, comme la bonne décision. Ça, je crois que c'est fini. C'est pour ça que je pense qu'on n'est plus tout à fait en démocratie. De la même manière, je crois que la souveraineté de la loi était établie à la suite, si vous voulez, d'un débat, comme vous le savez, parlementaire, et constituait quand même un acte presque sacré qui aujourd'hui a perdu de sa substance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, depuis déjà pas mal de décennies, on a une espèce de démultiplication des normes. Prenons un exemple très simple. Vous prenez l'amendement accueilli sur la loi concernant la psychothérapie, n'est-ce pas? Eh bien, non seulement les lois et les décrets successifs qui sont apparus portés, et cette écriture portait, si vous voulez, les rapports de force qu'il pouvait y avoir, mais c'était modifié sans cesse. Et ce que vous voyez apparaître aujourd'hui, par exemple, du côté du dispositif MonPsy, du côté des psychologues cliniciens, on va dire, validés par l'État, etc., c'est encore la suite, je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez, on ne peut pas imaginer aujourd'hui que l'on ait pu, comme ça a été le cas jusqu'à la moitié du XIXe siècle, vivre sans prescrire des normes comportementales autres que celles qui étaient bien évidemment inscrites déjà dans des lois ou inscrites dans les textes religieux. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire que l'extension sociale de la norme, Foucault la date bien de la deuxième moitié du XIXe siècle. Et on ne va plus s'arrêter. Et aujourd'hui, des normes, il y en a. Et en même temps, Foucault dit aussi, le dernier Foucault il affirme aussi au sujet des normes qu'elles ont cessé d'être disciplinaires. Oui, il y a une prolifération de normes et que finalement, chacun va inventer ses propres normes au fond de jouissance. Alors, je serais... c'est pas l'angle, si tu veux, que je prendrais. C'est-à-dire que je pense quand même
Et ça, encore une fois, je m'appuie sur des historiens, je m'appuie aussi sur des juristes et autres. Il y a une démultiplication. D'ailleurs, je pense aux travaux de Carbonel, par exemple, qui a un doyen de la faille de droit, qui a écrit un livre très important qui s'appelle la passion de la norme sous la Ve République, où il montre justement que la loi, comme la perd, et c'est aussi ce que dit Foucault, quand il dit que nous ne sommes plus dans des sociétés de la loi, mais nous sommes dans des sociétés articulées avec les normes. Donc, tous ces travaux, ce qu'ils mettent en évidence justement, c'est que aujourd'hui, on va, mais prenez l'histoire du Burkini, l'histoire d'une tenue vestimentaire à la piscine. C'est un symptôme, on peut être pour, on peut être contre, c'est pas le problème, mais c'est un symptôme, si vous voulez, d'une société normative. Je ne sais pas si je suis clair. Et ça, vous l'avez en détail. Moi, j'ai participé à la préface d'un bouquin de droit, si vous voulez, sur les lois scolaires. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien les textes réglementaires ont explosé en quantité. C'est peut-être 50 ou 100 fois ce que ça pouvait être. Et ça, ce que je voudrais essayer de vous montrer, parce que on est vraiment déjà dans notre débat, ce que je pensais prendre ce soir, mais si vous voulez, ce que montre bien Foucault, c'est que cette extension sociale de la norme, comme il dit, elle date de la deuxième moitié du XIXe siècle, et en particulier au moment de la deuxième révolution industrielle, c'est-à-dire au moment où c'est la technique qui a imposé d'une certaine façon ses propres normes. Or, ce qui est justifié du point de vue de la technique, parce qu'on le voit bien, vous pouvez pas brancher des appareils s'ils ne sont pas en quelque sorte normés, calibrés, est devenu le modèle, presque le paradigme, à partir duquel on a constitué une conduite, des conduites des individus et de la société. Je ne sais pas si je suis clair. Voyez. Et donc à partir de ce moment-là, ça n'est plus la loi qui compte effectivement, c'est la norme. Et à partir de ce moment-là, alors avec Foucault, bien sûr, tu as raison, il va explorer les sociétés disciplinaires, il va montrer comment justement la famille, l'école, l'hôpital, la prison vont en quelque sorte enclore les individus pour les discipliner, hein, mais un pas de plus, et tu as raison, un pas de plus, et qu'on n'a plus besoin de les enfermer. Et alors là, alors là du coup, j'arrive sur mon bouquin, c'est-à-dire que avec Deleuze, on change de société, on n'est plus dans des sociétés disciplinaires, on est dans des sociétés de contrôle. Et ça, c'est l'apport majeur de Deleuze, poursuivant Foucault, puisque Foucault, comme tu l'as dit, lui-même envisage des sociétés post-disciplinaires, ce sont les nôtres. Regardez pour le boulot, très simplement, on n'a plus besoin d'aller au bureau. On peut faire du télétravail. Regardez, si vous voulez, au niveau de l'éducation, on n'a plus besoin d'aller à l'école, la formation permanente. Il y a un très beau texte de Deleuze là-dessus. Il montre bien comment, alors lui à l'époque du Minitel, il n'était pas encore à l'époque de l'ordinateur et du télétravail, mais il montre bien comment il y a un effacement des frontières qui permet une détériorisation des lieux où on gouverne des individus. Je ne sais pas si je suis clair. Et donc il y a une frontière de plus en plus poreuse entre les différents moments de la journée, les différentes finalités. Ça va, je suis clair? Bon. Alors peut-être que je vais dire un mot sur mon bouquin. Vas-y, dis. Bon. Alors, donc, la citation de Lacan. C'est un Lacan très marxiste. Le prolétaire n'est pas seulement exploité, il est celui qui a été dépouillé de sa fonction de savoir. Alors, vous faites le lien, et peut-être qu'effectivement je vais pouvoir entrer dans mon bouquin, c'est-à-dire, si vous voulez, aujourd'hui, c'est la thèse du bouquin, hein, relativement simple, on va avoir de nouvelles formes de subjectivité et de nouvelles formes de liens sociaux, du fait même qu'on institue des dispositifs qui fabriquent de nouvelles servitudes et qui fabriquent de nouvelles manières d'agir et de penser le monde. Ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelle des habitus. L'habitus étant une disposition à agir ou à penser d'une certaine manière. Et ça, c'est très concret. Parce que, par exemple, cette confiscation du savoir-faire et du savoir-être du travailleur, du professionnel, n'est-ce pas, elle est au cœur
de ce qu'on appelle au début du XXe siècle le Taylorisme. Les principes scientifiques d'organisation du travail de Taylor, n'est-ce pas, qui pour moi est un criminel de civilisation, ces principes d'organisation sont relativement simples. Vous allez comprendre combien ils sont très actuels. Il s'agit d'observer les comportements des ouvriers en train de fabriquer des pièces métalliques et ensuite d'établir la cartographie des comportements les plus rentables, au plus fort rendement, pour pouvoir les prescrire aux travailleurs. Et donc on aboutit au temps moderne de Chaplin, n'est-ce pas, où vous avez Charlot en train de visser des pièces métalliques, n'est-ce pas, sur une chaîne de production automatique. Et comme vous le savez, ce n'est pas qu'un geste technique, c'est un habitus. C'est-à-dire qu'ensuite il va dans la rue et il va visser la poitrine des femmes, et ensuite il passe lui-même dans la machine. Vous avez là exactement ce qu'est l'habitus. Et ce que je voudrais essayer de vous montrer, n'est-ce pas, c'est que c'est aujourd'hui ce dispositif-là, il ne concerne pas que les employés ou les ouvriers, il est vrai dans tout le champ professionnel. Et l'appel des appels, d'une certaine manière, a été une révolte, une lutte sociale contre justement cette taylorisation de l'ensemble des métiers qui aboutit à une prolétarisation des pratiques professionnelles et de ceux qui l'exercent. Ça va, c'est clair? Et donc il faut bien voir que, si vous voulez, ce qui était vrai pour les employés et les ouvriers au début du XXe, s'est étendu à l'ensemble des professions, et qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies, qui sont formidables, c'est pas le problème des nouvelles technologies, c'est l'usage politique et social qui est fait de ces nouvelles technologies, permet, je dirais, d'enchaîner numériquement ces nouveaux états que nous sommes devenus. Donc ma thèse, elle est très simple dans l'ouvrage. C'est une première partie, montrer comment justement aujourd'hui l'humanité devient numérique, parce que nous bouffons du numérique. L'humanité, ce qu'elle mange aujourd'hui, c'est du numérique. Donc, en quelque sorte, nous devenons une humanité numérique, ce qui a été prévu depuis au moins 30 ans par tous ceux qui ont travaillé sur cette question, bien évidemment. Et cette incorporation, si vous voulez, du numérique, n'est pas qu'un instrument. C'est une forme d'agir, c'est une forme de penser. Je vous donne un exemple très simple. Le sinistre Jean-Michel Blanquer imposant une dictée quotidienne aux élèves, et la stupidité, mais qui est intéressée politiquement, qui est de penser que l'élève qui va repérer la forme syntaxique d'un message a compris le contenu du texte, a compris le sens du texte, et qu'il a acquis la saveur de la lettre et le goût de la littérature, le goût du français. C'est absurde, parce que l'ordinateur ne comprend strictement rien des données qu'il traite. Il est redoutablement efficace, puisque la reconnaissance par l'ordinateur, si vous voulez, des mélanomes, des cancers de la peau, est de 98%, là où les dermatologues sont à peu près à 75-78% pour aller vite, mais il n'a jamais appris l'anatomie ni la physiopathologie de la peau. Ce n'est pas le problème. C'est qu'il a engrangé des images, il les a stockées, traitées, et ensuite, en fonction des images qu'on lui montre, il va pouvoir appareiller. Ça va, je suis clair? Et donc, si vous voulez, c'est la même chose au niveau des tests scolaires et autres. C'est-à-dire que partout, dans tous les domaines, aujourd'hui, je voudrais juste terminer sur ce premier point, partout, dans tous les domaines, on met en place une manière de penser, de connaître et d'agir qui est sous la prévalence du paradigme numérique et qui constitue à la fois un formidable pouvoir d'agir efficacement et rapidement, et auquel on ne va pas renoncer, il faut être très clair, et auquel on n'a pas envie de renoncer, et en même temps un pouvoir de coercition et de fabrique de subjectivité qui est tout à fait terrible, et que l'on va par exemple avec le symptôme bien connu des hikikomori au Japon, mais aussi en France, qui sont ces jeunes adultes, ces adolescents, qui ne sortent plus de leur quartier numérique. Non seulement ils ne sortent plus de leur maison, de leur chambre, mais ils ne sortent plus de leur ordinateur. Il y a un décrochage familial, décrochage social, décrochage scolaire. Et là, on a, avec bien sûr, quelque chose qui pourrait nous évoquer, c'est pas le cas, mais quelque chose de la schizophrénie avec un pragmatisme total, l'absence d'émotion, etc. Bon, il ne s'agit pas de pathologiser, c'est pas mon truc, vous voyez, mais il faut bien voir que ça, c'est un symptôme qui, dans le social, rend compte de la fabrique de nouvelles subjectivités. Alors, le deuxième point
et puis peut-être je vous poser des questions, mais si vous voulez, le deuxième point, c'est que cette aliénation, et là je crois que le jeune Marx, le Marx hegelien, nous aide beaucoup, cette aliénation, si vous voulez, aujourd'hui, elle est maximale. C'est-à-dire que vous mettez le doigt dans un programme, c'est terminé. N'est-ce pas ? Et vous êtes en partie. Et alors, au nom d'une société de l'information, avec la confusion entre parole et information, j'essaie de montrer dans le débat maintenant, mais que l'information n'a rien à voir avec la parole. Et dans une société de l'information, si vous voulez, comme le dit Deleuze, peut-être vous trouvez la citation, c'est-à-dire que informer, c'est une manière de donner des ordres, sans en avoir l'air. Je cite Deleuze, à un premier sens, la communication est la transmission et la propagation d'une information. Or, une information, c'est quoi ? Ce n'est pas très compliqué, tout le monde le sait. Une information est un ensemble de mots d'ordre. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. En d'autres termes, informer, c'est faire circuler un mot d'ordre. Les déclarations de police sont appelées à juste titre des communiqués, ce qui revient à dire que l'information est exactement le système du contrôle. Donc, si vous voulez, c'est cette société de l'information qui est en même temps une société du spectacle, une société de consommation, il y reviendra, c'est cette société de l'information qui finalement est devenue insidieusement une société du contrôle où les individus sont placés sur des autoroutes de servitude, comme dit Deleuze, où ils sont surveillés et ils sont normalisés en permanence, ils sont contrôlés en permanence. Alors comme il dit bien sûr que les autoroutes, c'est pas fait pour contrôler les gens, c'est fait pour aller quelque part, mais il n'empêche que les autoroutes, c'est exactement le système parfait où en permanence, par les traces que vous laissez, vous êtes surveillé, vous êtes normalisé, standardisé, etc. Vous voyez ? Donc, alors, peut-être un dernier point, rapidement, le deuxième point que je voulais vous développer, mais je ne sais pas si je trouverai. J'aimerais bien. Est-ce que tu as un petit message d'espoir ? Non, je vais y venir, mais je veux dire d'abord donner. Pour qu'on ait le temps un peu, Roland, aussi d'échanger, parce qu'on avait dit une demi-heure chacun. Donc, il y a combien là ? Il est presque 3/4 d'heure. Ah ben alors j'arrête. Non mais j'arrête. Alors, ce que je voulais vous dire simplement, c'est en gros que voilà, il y a après ce qu'on appelle le devenir nègre du monde, comme dit Achille Mbembe, c'est-à-dire que l'idée, si vous voulez, c'est que par la mondialisation telle qu'elle s'est instituée, on a abouti à une mise en esclavage de l'ensemble des populations en leur faisant perdre la substance de ce qui fait leur existence en tant que peuple. Et donc, le message d'espoir, c'est la deuxième partie que je ne traiterai pas, c'est ce que Deleuze situe du côté de l'acte de création. C'est-à-dire non plus l'information, mais l'acte de création, et où il nous dit que c'est quoi créer ? Eh bien, créer, c'est résister. Alors, il dit d'abord, c'est résister à la mort, il fait allusion à Malraux, à la finitude de la condition humaine, et puis après, il dit, créer, c'est résister à la mise en ordre telle qu'elle nous est proposée par l'ordre social. Et donc, après, il dit, à ce moment-là, c'est ce qui fait une alliance entre création et lutte sociale, en disant, bon, ça ne veut pas dire que toute lutte sociale soit artistique, et il a cette phrase, il faut le voir en conférence, il est magnifique, encore que, dit-il, et il dit, mais en tout cas, c'est une résistance à l'ordre et qui s'adresse à un peuple qui n'existe pas encore, un peuple à venir, enseveli sous les trahisons et les reniements. Voilà. Et je trouve que, j'arrête là, je trouve que ça, c'est très fort, cette perspective que dresse justement Deleuze, et qu'aujourd'hui on voit justement réactivée par des auteurs comme les auteurs, on va dire, comme Glissant, comme Édouard Glissant, comme Patrick Chamoiseau, comme Achille Mbembe. Donc c'était de ça dont je voulais aussi vous parler, c'est-à-dire que, en gros, j'ai passé une soirée avec Patrick Chamoiseau à Marseille, dans un débat, enfin pour aller vite. Lui, ce qu'il dit, c'est, en gros, c'est ça, fuir l'esclavage, c'est pas simplement se tirer et partir dans la forêt en vivant en communauté. Fuir l'esclavage, c'est trouver les moyens symboliques de se réhumaniser. Peut-être que si tu permets, je voudrais au moins donner cette citation d'Achille Mbembe. Alors, à propos justement, prenant, je dirais, exemple sur les esclaves,
ces esclaves qui, le soir, au niveau de la veillée, par les chants, la danse, justement, le conte, eh bien, ces esclaves étaient mieux que rebelles, des guerriers. Ils se réhumanisaient à eux-mêmes, pour eux-mêmes, par les créativités du rythme, de la danse, du chant et de la parole. Les résistances qui se fondent sur la création, la créativité, sont mieux déterminantes. La créativité est toujours une réhumanisation. Elle prend saute sur l'instinct d'exaltation de l'existence dont l'être humain peut exprimer en lui. Ça, c'est ce que nous avons à faire. C'est ce que nous avons à faire aujourd'hui en tous les métiers. Nous ne pouvons plus accepter justement des servitudes numériques. Nous ne pouvons plus accepter des formes d'évaluation. Nous avons à créer, à nous réhumaniser en devenant ce que Chamoiseau appelle des guerriers de l'imaginaire dans tous les métiers qui sont les nôtres. Bon, c'est bien, merci Roland. Alors Clotilde, céder n'est pas consentir. Toi, pas t'embrouiller, mais ton titre. Oui, peut-être je dirais un petit mot avant de partir sur le consentement, sur ce qui fait peut-être qu'on est là tous les trois autour de nos deux livres. Ce qui peut être le point de rencontre entre le livre de Roland Gori, La fabrique de nos servitudes, et le mien, Céder n'est pas consentir. C'est tout de même ce questionnement sur le forçage du consentement, hein, qui est présent dans ton livre, Roland, mais davantage à un niveau, disons, social, politique, et dans ma réflexion, à un niveau plus intime, et aussi en articulation avec le surmoi, c'est-à-dire vraiment depuis la perspective psychanalytique. Mais c'est vrai qu'il y a ce point de départ, cette interrogation sur ce qui peut faire que l'expérience de consentir, au fond, ne relève pas d'un acte de la raison, d'un acte libre et éclairé, mais opère depuis la question du désir, du rapport à l'autre et éventuellement aussi du forçage. Bon, ça, c'est peut-être le premier point de rencontre. Et le second, c'est celui sur lequel tu viens de conclure, c'est-à-dire c'est la question de la langue. Moi, j'ai été sensible à toute la seconde partie de ton livre, où en fait, puisque Daphné disait, est-ce qu'il y aurait un message d'espoir? Au fond, on peut constater, voilà, cette soumission à l'empire du nombre, cette colonisation du champ de l'intime par les nombres aussi, comme le dit le philosophe et mathématicien Olivier Rey. Mais finalement, qu'est-ce qui nous reste pour ne pas nous laisser asphyxier, hein, en tant que sujet? Comme dit Lacan, le discours de la science asphyxie le sujet. Et donc, j'ai été sensible, voilà, à ce que tu esquisses du côté de la langue, c'est-à-dire en fait la seule chose qu'on a, c'est la langue qu'on parle, et c'est par la langue qu'on parle qu'on peut se dégager de ce qui nous assujettit au fond à une logique qui tue le désir. En fait, c'est peut-être ça le point de rencontre. Et moi, dans mon livre, la question de la langue, elle m'intéresse depuis l'expérience traumatique. C'est-à-dire comment est-ce que on peut, dans l'analyse, mais pas seulement, aussi dans la littérature, dans la création, comment on peut essayer d'inventer une langue pour dire quelque chose de l'indicible des effets du traumatisme. Voilà, donc je voulais revenir sur ces deux points de rencontre entre nos deux travaux. Alors, céder n'est pas consentir, c'est un aphorisme que j'ai eu effectivement envie d'éclairer, d'interroger et finalement peut-être de détourner, parce que je ne l'ai pas du tout abordé comme un slogan qui serait adressé, disons, à celles ou ceux qui ne respectent pas le consentement d'autrui. Hein. Ce n'est pas cette dimension-là qui m'a intéressée, ce n'est pas la dimension de mot d'ordre, justement, mais c'est plutôt la dimension d'interrogation, c'est-à-dire en quel sens, du point de vue de l'expérience subjective, l'expérience que chacun peut faire en matière amoureuse, en matière sexuelle, en quel sens céder n'est-il pas consentir? Et pourquoi, au fond, est-ce qu'à la fois cette distinction entre consentir et céder est absolument nécessaire d'un point de vue éthique et clinique? Et pourquoi, aussi bien, elle peut produire
une confusion, elle peut nous confronter à une zone grise, comme on dit aujourd'hui, à un trouble, c'est-à-dire à des modalités d'expérience, de désir, de jouissance, où on ne sait plus très bien soi-même si on a cédé à quelque chose au sens de Lacan, au sens de céder à une situation, ou si on a consenti, c'est-à-dire désiré. Et donc je suis partie de cette énigme. Au fond, j'ai voulu faire de cet aphorisme aussi une énigme et l'interroger. Et évidemment, un des points de départ a été aussi la parution du livre de Vanessa Springora, Le consentement, qui, au début de l'année 2020, qui m'a beaucoup intéressée d'un point de vue clinique, parce je trouve qu'elle est une des premières, en fait, à aborder la question du trauma sexuel en s'interrogeant sur ce à quoi elle a consenti. Voilà, elle n'est pas simplement dans une perspective, disons, qui serait accusatoire. Elle est dans une perspective de retour sur son expérience. Et ça, évidemment, c'est très proche de la psychanalyse et c'est ce qui m'a intéressée. Et donc, moi, je suis partie d'abord de ce qui était mon désir de défendre la beauté de l'expérience du consentement. Daphné l'a rappelé, mon premier livre, en 2009, s'intitulait « Les amoureuses, voyage au bout de la féminité ». Et donc, ça a été mon point de départ, mon point d'entrée aussi dans l'écriture, c'était la question de l'amour et du nouage qu'il peut y avoir entre amour et pulsion de mort, en particulier, disons, dans la perspective d'une modalité féminine, hein, de rapport à l'amour. Bon. Et donc, j'ai voulu commencer dans ce livre-là, qui est vraiment, je pense, qui répond aussi à mon premier livre. J'ai voulu commencer par essayer d'aborder l'expérience du consentement, non pas du tout comme une expérience contractuelle, comme une expérience qui reposerait sur un accord libre et éclairé de la raison, mais aborder l'expérience du consentement comme une expérience qui engage toujours le corps, hein, comme a pu le dire d'ailleurs la philosophe Geneviève Fraisse dans un essai qu'elle a fait paraître il y a de nombreuses années maintenant, mais où elle indiquait qu'il n'y a pas de consentement sans corps, hein, le consentement n'est pas simplement un acte de raison, et si on ne saisit pas ça, on ne saisit rien à l'expérience du consentement amoureux et sexuel tel qu'on le rencontre dans l'existence, hein. On ne rencontre pas un contrat, on rencontre à un moment un vertige. Et donc, voilà, j'ai voulu commencer par ce postulat selon lequel il n'y a pas de consentement éclairé. Le consentement engage le corps, le désir, et repose toujours, en tout cas dans la vie amoureuse et sexuelle, repose toujours sur un non-savoir. Le consentement ne repose pas sur le savoir, au contraire, le consentement, c'est justement un oui sans savoir. Et c'est ça qui est beau dans le consentement, c'est qu'on dit oui à la rencontre, on dit oui au kairos, on dit oui à la tuké, et on ne sait pas où cela va nous mener. Mais c'est ça le désir, c'est de dire oui sans savoir. Et pourquoi est-ce qu'on dit oui ? On dit oui parce que finalement on consent à se dessaisir justement de soi dans la rencontre amoureuse et sexuelle. Et donc il y a toujours une ambiguïté dans le consentement. Il y a toujours quelque chose qu'on ne peut pas savoir et en effet, on prend un risque à consentir. Et si on veut supprimer les risques, on ne consent plus à rien. On ne peut pas vivre dans un monde où la rencontre amoureuse est encore possible et où il faudrait à la fois se garantir de tous les risques. Donc voilà, je suis partie de là, de cette ambiguïté du consentement, ce caractère énigmatique du consentement. Néanmoins, pour, dans un second temps, essayer de démontrer la différence entre cette ambiguïté du consentement et le fait qu'on est toujours confronté à du non-savoir et à un dessaisissement, et une autre expérience, qui est l'expérience du traumatisme psychique et sexuel, l'expérience de ce que Lacan appelait la mauvaise rencontre, et qui n'est pas de l'ordre d'un consentement,
mais qui est de l'ordre d'un forçage. Et j'ai voulu finalement me plonger dans cette distinction. Distinction entre l'énigme du consentement, le sans pourquoi du consentement, et la mauvaise rencontre, l'expérience du forçage, et donc le franchissement d'une frontière, là, que je situe au niveau du corps. Et partant donc de cette distinction entre ces deux expériences, je me suis demandé comment est-ce que finalement on pouvait passer de l'expérience du consentir à l'expérience du céder à une situation traumatique. C'est-à-dire que je suis, à la fois j'affirme qu'il s'agit le franchissement d'une frontière, là, et en même temps qu'il y a des expériences intermédiaires là, qui nous font franchir aussi cette frontière. Et donc il m'a semblé qu'entre le consentir et le céder, on pouvait situer ce verbe à la voix passive, un troisième verbe, donc le se laisser faire. Psychanalyse, Lacan, Freud avant lui a fait un sort au fait d'être laissé tomber, par exemple. Alors là, ce qui m'a intéressé, c'est le se laisser faire. Et donc, j'ai proposé de distinguer 3 degrés du se laisser faire pour montrer justement comment est-ce qu'avec ces 3 degrés, on pouvait passer du se laisser faire consenti, notamment le se laisser faire consenti dans la passion amoureuse, où on se laisse traverser par une expérience, mais on la désire, et elle nous fait éprouver une forme de jouissance, et on est en accord avec cette expérience, même si on y perd toujours quelque chose, mais justement il y a une jouissance aussi dans cette perte. Donc il y a un se laisser faire consenti que j'ai défini comme un premier degré, un second degré qui n'est pas encore à mon sens un degré traumatique, qui est le se laisser faire par angoisse, qui est une autre modalité de rapport à l'autre, qui nous rapproche un peu du trauma, mais on n'est pas nécessairement dans le trauma. C'est-à-dire que face au désir de l'autre, comme dit Lacan, on peut éprouver quelque angoisse. C'est comme ça que Lacan définit l'angoisse dans le séminaire 10 sur l'angoisse. C'est très précieux comme indication clinique et même comme indication existentielle. C'est-à-dire quand on éprouve de l'angoisse, on s'aperçoit qu'on franchit quelque chose dans son analyse quand on repère que cette angoisse, on peut l'éprouver devant le désir de l'autre. Et donc, là, il peut y avoir un second degré du se laisser faire qui est le se laisser faire par angoisse, c'est-à-dire qu'on se laisse faire par l'autre, éventuellement dans une relation qu'on croit amoureuse, mais afin d'interroger les intentions de l'autre à notre égard. Qu'est-ce que l'autre nous veut ? Qu'est-ce qu'il veut de nous ? Et on éprouve une angoisse, mais on consent à se laisser faire parce que ça sera peut-être le moyen de savoir ce que l'autre veut, le moyen que l'autre dévoile finalement son désir. Et là, je me suis appuyée notamment sur le film de Jean-Luc Godard, Le Mépris, parce qu'il me semblait que le personnage qui est joué par Brigitte Bardot, le personnage de Camille, est un très beau personnage féminin, justement, qui nous fait entrer dans cette complexité du se laisser faire, puisque c'est un personnage à la fois qui se laisse faire dans la situation à laquelle elle est confrontée. Elle se laisse faire par son partenaire qui la remet entre les bras du producteur du film, mais elle se laisse faire finalement pour savoir ce que son partenaire veut d'elle et pour savoir s'il l'aime vraiment. Et ce se laisser faire n'est pas purement passif, puisqu'à la fin, il se retourne en un acte. Et en fait, à la fin, elle assume l'acte de mépriser ce partenaire qu'il a laissé entre les bras d'un autre, et elle assume l'acte de le quitter. Donc là, on a un deuxième degré du se laisser faire, mais qui nous conduit déjà au bord de quelque chose de plus angoissant. Donc on se rapproche de l'expérience du trauma. Mais il me semble que dans le troisième degré du se laisser faire, que j'ai voulu distinguer, là, une frontière est franchie, comme je le disais, au niveau du corps. Là, on a un se laisser faire qui n'est plus consenti, qui n'est plus par angoisse, qui est un se laisser faire
où le temps de l'angoisse a été court-circuité. C'est-à-dire le sujet se laisse faire parce qu'il n'a même pas eu le temps d'éprouver l'angoisse, comme dit Freud, qui signale un danger. Puisque c'est la définition du traumatisme psychique et sexuel par Freud. C'est cette expérience de rencontrer une situation qui fait effraction du point de vue pulsionnel. Mais pourquoi est-ce qu'elle fait effraction? Parce que justement, le temps de l'angoisse a été court-circuité. Et donc là, évidemment, on revient en fait à l'origine de la psychanalyse. Comment est-ce que Freud a commencé à s'intéresser aux symptômes, notamment des hystériques? C'est à travers la question du traumatisme psychique et sexuel, et en particulier du traumatisme sexuel lorsque la mauvaise rencontre a lieu alors que le sujet n'est pas encore pubère, alors que le sujet n'est pas encore entré dans une vie sexuelle, disons, en tant que sujet. Et donc là, je me suis appuyée sur l'un des premiers cas de Freud, le cas Emma, qui est le cas d'une jeune fille qui rencontre Freud à 18 ans, parce qu'elle souffre d'un symptôme énigmatique, qui est celui de ne pas pouvoir entrer seule dans une boutique sans en ressortir, justement en éprouvant de l'angoisse. Et qui ne sait pas pourquoi, elle est en proie à ce symptôme, et grâce aux associations d'idées qu'elle va pouvoir mettre en œuvre depuis sa rencontre avec Freud, avec l'écoute de Freud, eh bien elle va pouvoir retrouver un souvenir antérieur, le souvenir de ses 13 ans, où elle était rentrée dans une boutique où elle portait une robe, peut-être pour la première fois une robe de jeune fille. Elle est rentrée dans une boutique et elle a vu le commis qui la regardait avec un certain désir, et elle en a éprouvé un émoi, et elle est sortie angoissée. Et depuis ce souvenir de ses 13 ans, qui est une sorte de souvenir écran au fond, eh bien elle va retrouver le moment qui a fait effraction, c'est-à-dire la mauvaise rencontre qu'elle a vécue alors qu'elle n'avait que 8 ans, qui avait été frappée d'une amnésie qu'elle n'avait jamais pu dire, qui était restée exclue de l'histoire, qui est une mauvaise rencontre où l'enfant a véritablement cédé à une situation traumatique. Elle a 8 ans, elle se rend seule chez l'épicier avec quelques sous dans sa main pour aller s'acheter des friandises, et l'épicier profite de la situation. Au moment où la petite fille s'approche pour payer ses friandises, il lui passe la main sur les organes génitaux à travers la robe. Et donc, voilà, elle retrouve ce souvenir de pétrification, et qui renvoie, à mon sens, au sens que j'ai envie de donner, au céder à la situation. Non pas céder à l'autre, mais au céder à la situation, qui fait qu'en effet, céder n'est pas consentir. Et ce qui est très précieux dans ce cas de Freud, c'est que d'emblée, Freud pose une question, il fait valoir une énigme. Emma retrouve ce souvenir de ses 8 ans, mais elle s'aperçoit aussi qu'elle retrouve un autre souvenir, celui qui fait qu'elle est retournée dans la boutique une seconde fois. Après que ça ait eu lieu une première fois, elle y est retournée. Et Freud ne résout pas l'énigme au moment où il reçoit Emma, puisque c'est avant 1900 et surtout avant qu'il écrive Au-delà du principe de plaisir et qu'il découvre le principe de répétition, mais déjà il pose finalement la question de l'énigme, de la répétition qui suit le trauma. Et c'est vrai que seule la psychanalyse éclaire ce point qui est très important, et finalement qui a beaucoup d'ailleurs intéressé aussi les juristes lors de la sortie du livre, qui ont affaire à la question de l'abus sexuel sur enfants porté devant les cours de justice, et où la question se pose de savoir, mais si l'enfant y est retourné, est-ce que c'est parce qu'il était consentant? Voilà. Et justement, quand on lit Freud, on comprend que s'il est retourné, c'est presque la signature du trauma. C'est pas qu'il était consentant, c'est que l'effraction qu'il a subie l'a confronté à un tel trou, finalement, qu'il ne sait pas ce qu'il a perdu dans ce moment-là. Et donc l'hypothèse que je fais dans mon livre, c'est que
si la petite Emma est retournée dans la boutique, c'est pas qu'elle voulait que ça se reproduise, c'est justement qu'elle y est retournée parce qu'il s'est passé quelque chose qu'elle ne sait pas, et elle y est retournée parce qu'elle a perdu quelque chose. Elle a perdu quelque chose de son corps de petite fille, qui lui a été arraché par le geste de l'épicier. Et donc, voilà, il me semble qu'avec ces 3 degrés du se laisser faire, on entre vraiment dans cette zone extrêmement opaque qui peut nous conduire du se laisser faire consenti au se laisser faire par angoisse jusqu'au se laisser faire traumatique. Enfin, et peut-être pour terminer, je voudrais quand même me référer à Lacan, puisque cet aphorisme « céder n'est pas consentir », j'ai vraiment eu envie de l'éclairer depuis, parce qu'il a fait rencontre pour moi, depuis la façon dont Lacan aborde la question du traumatisme dans son séminaire sur l'angoisse. Dans le séminaire sur l'angoisse, en 62-63, Lacan a vraiment une très belle définition du traumatisme qui, pour moi, a fait rencontre quand j'étais dans mon analyse, au moment de l'expérience de l'analyse. C'est comme si ça avait mis des mots pour moi sur quelque chose que je ne pouvais pas dire. Et Lacan dit, dans la confrontation traumatique, le sujet cède à la situation. Dans la confrontation traumatique, le sujet cède à la situation. Et il dit, que veut dire à cet endroit céder? C'est pas céder à la tentation, c'est pas céder à l'autre, c'est céder à la situation. Et là, on dit, c'est une véritable cession, c'est-à-dire que le sujet chute en tant que sujet et cède en fait son corps, comme si son corps n'était plus le sien. Comme on cède un bien, comme on cède un territoire en matière juridique. Quand il y a une cession de biens, c'est que on laisse l'autre en jouir. Et donc, voilà ce qui a fait rencontre pour moi depuis cet aphorisme, céder n'est pas consentir, et cette référence lacanienne, dans la confrontation traumatique, le sujet cède à la situation. Je me suis dit, mais il faut le démontrer, ça. Il faut démontrer par rapport à tout ce qu'on peut entendre sur le consentement, le oui c'est oui, le non c'est non. Non, il faut explorer justement toute cette ambiguïté et en même temps cette nécessaire distinction entre le céder à la situation et l'expérience traumatique du consentement. L'expérience traumatique, du céder à la situation et l'expérience ambiguë du consentement. Et alors, si j'ai dit peut-être expérience traumatique du consentement, puisque je vais prendre mon lapsus au sérieux, c'est justement que je me suis aussi intéressée à cette question du forçage, du se forcer soi-même, que j'ai introduit ensuite comme presque un degré du se laisser faire qui serait entre le deuxième et le troisième, à partir de, là, une autre référence de Lacan, dans le séminaire 7 sur l'éthique de la psychanalyse, qui est une référence importante aussi par rapport au verbe céder, puisque Lacan achève son séminaire sur l'éthique de la psychanalyse en affirmant que la seule chose dont on puisse être coupable, au moins dans la perspective psychanalytique, c'est d'avoir cédé sur son désir. Cette phrase est bien connue, c'est un aphorisme ultra connu, presque trop bien connu, mais j'ai eu envie d'y revenir par rapport à ce verbe céder là, puisqu'on a le céder sur, qui n'est pas le même emploi que le céder à la situation. Et donc, ce que nous indique Lacan avec cet aphorisme, c'est que finalement, il n'y a aucune évidence dans le rapport au désir, et que nous avons finalement à faire valoir notre désir et à ne pas reculer devant notre désir. Ne pas céder sur son désir, c'est ne pas reculer devant notre désir au nom du bien de l'autre. Et donc, je me suis intéressée, et là, je pense qu'il y a un lien avec le travail de Roland Gori sur la fabrique de nos servitudes, à cette expérience tout de même bien curieuse
que seule la psychanalyse peut éclairer, qui est pas seulement l'expérience du forçage qu'on rencontre du fait d'un autre qui nous force, mais l'expérience du se forcer soi-même. Hein. Parce que je crois que quand on fait une analyse, hein, on ne peut pas ne pas rencontrer à un moment cette question. Pourquoi, au fond, est-ce qu'on se donne tant de mal pour faire ce qui nous fait souffrir, hein? C'est-à-dire qu'on aperçoit aussi, finalement, la façon dont on y est pour quelque chose dans ce qui nous fait souffrir, parce qu'on se force à certains égards. Et quand on dit on y est pour quelque chose, c'est pas pour s'en accuser, mais au contraire, c'est pour s'apercevoir qu'on a un levier pour s'en dégager. Hein. Et donc, voilà, je me suis intéressée à cette expérience du se forcer soi-même, telle qu'on peut l'éclairer à partir du séminaire 7 de l'éthique de la psychanalyse, notamment à partir de la question du surmoi, hein, et de la façon dont Lacan a pu montrer que le surmoi, hein, ne se présentait pas seulement sous sa face moralisante, hein, sous sa face répressive, sous sa face kantienne, hein, nous enjoignant de faire notre devoir et d'agir de façon à ce que notre maxime d'action puisse s'universaliser, mais le surmoi se présente aussi sous sa face sadienne, c'est-à-dire sous la face d'une injonction de jouissance, hein, d'un joui, comme dit Lacan, avec un point d'exclamation, et c'est peut-être la face la plus contemporaine, évidemment, à laquelle on a affaire, hein, aujourd'hui, dans le rapport au surmoi, et ce qui fait justement qu'il peut y avoir un brouillage dans l'expérience du consentement, puisqu'au fond, on peut en venir à trahir son désir, hein, au nom d'une jouissance qu'on n'aperçoit pas, c'est-à-dire on ne sait plus très bien ce qu'on recherche, hein, mais finalement c'est comme si on se forçait pour rencontrer une jouissance, hein, qui soit toujours au-delà, hein, du plaisir. Voilà. Et donc, voilà, donc j'ai voulu éclairer cette question du forçage, hein, aussi depuis le se forcer soi-même dans ce rapport au surmoi, en tant que le surmoi, finalement, est aussi cette instance en nous-mêmes qui ne cesse de violer notre consentement, hein, qui nous force à faire ce qu'on ne veut pas faire. Hein. Et pour terminer... Tu sais pourquoi on en parle autant aujourd'hui? Pourquoi c'est autant actualisé, cette question du consentement? Eh bien, je pense qu'il y a deux réponses. Il y a à la fois peut-être une approche qui viendrait plus du champ juridique et médical, c'est-à-dire la question du consentement éclairé comme étant un consentement qu'on doit obtenir de la part d'un patient, par exemple, ou de la part d'un contractant, un consentement qu'on doit obtenir comme pour se garantir des risques, hein. Et moi, au fond, c'est pas ce versant-là qui m'intéresse, c'est justement le consentement qui est aussi sur le devant de la scène aujourd'hui, c'est-à-dire le consentement dans l'expérience amoureuse et sexuelle, parce que justement, peut-être que ce qui nous revient aujourd'hui, au XXIe siècle, après la libération sexuelle, l'utopie d'une jouissance sans entrave, ben, ce qui nous revient, c'est que la question de la jouissance, elle pose aussi la question du consentement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le jouir sans entrave. Il y a aussi le consentement de l'autre, d'abord, et puis il y a peut-être aussi l'énigme de son propre consentement. Donc voilà, peut-être que je dirais qu'on est dans un nouveau moment de réflexion, d'abord, de la sexualité, hein, où on est peut-être un peu moins aveuglé par l'idée que la jouissance pourrait libérer le désir, d'une certaine façon. Et cette distinction entre désir et jouissance, elle me semble, elle a été faite par Lacan, elle me semble essentielle pour éclairer les coordonnées contemporaines de la sexualité. Et peut-être juste pour conclure, voilà, je voulais conclure sur la question de la langue, sur la question de l'indicible, puisque ce qui m'a intéressée, c'est donc d'approcher les effets du trauma sur la langue elle-même. Hein. Qu'est-ce qui fait que non seulement le trauma nous confronte à un silence sur le moment,
hein, quelque chose à quoi on ne peut pas répondre, mais qu'est-ce qui fait que ce silence se redouble dans l'après-coup d'un ne pas pouvoir dire ce qui nous est arrivé, hein. Et finalement, il ne s'agit pas seulement de libérer la parole au sens d'une libération publique, parce qu'on aperçoit que les effets du trauma, les traces du trauma, eh bien même quand on tente de les dire, même quand on consent à les dire, ce qu'on découvre dans l'expérience de l'analyse, c'est qu'à un moment, on se heurte aussi à un roc. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à dire, comme si ces traces ne relevaient pas du champ de la parole et du langage, mais relevaient d'une expérience de corps, hein, qui nous a coupé la langue. Hein. Et donc cette idée de la langue coupée, que moi j'avais rencontrée dans un rêve, dans ma propre analyse, je fais part juste de ce rêve dans le livre, eh bien cette expérience de la langue coupée, on peut dire aussi la bouche cousue, hein, elle a à voir avec les effets du trauma, avec l'après-coup du trauma, et avec finalement la tâche à laquelle nous sommes confrontés, c'est-à-dire comment dire ce qui nous a coupé la langue. Hein. Et Pascal Quignard a une très belle définition de la littérature, justement, où il dit que la littérature, c'est juste, enfin il le dit dans un de ses derniers livres, L'homme aux trois lettres, hein, où il fait référence au mythe de Thérée et Philomèle, auquel je fais également référence dans mon livre, qui a le mythe de Philomèle qui se fait violer par Thérée et Thérée qui lui coupe la langue. Et au fond, Pascal Quignard dit que la littérature, eh bien, elle rassemble les vies violées, les vies disloquées, les vies morcelées. Hein. J'ai trouvé que c'était une belle définition de la littérature, de sa fonction, et qui pouvait aussi très bien s'appliquer à la psychanalyse. Je pense que Roland serait d'accord. C'est-à-dire que la psychanalyse, c'est aussi ce qui permet eh bien de rassembler justement ce qui s'est trouvé fissuré, ce qui s'est trouvé morcelé, éparpillé, hein, par la mauvaise rencontre, et ce qui a fait qu'on a pu se sentir disparaître en tant que sujet. Et au fond, c'est la puissance de la langue, la puissance de la poésie aussi, c'est de pouvoir nous permettre de nous retrouver, hein, sans plus nier l'expérience traumatique, sans chercher à l'exclure, mais de nous retrouver en pouvant faire quelque chose de notre fragilité, hein, en pouvant transfigurer en quelque sorte, comme dit un philosophe, Jean Chrétien, transfigurer sa propre fragilité. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire la transfigurer? Ça veut dire justement finalement, eh bien, la renverser, hein, depuis un effort de poésie, comme aurait dit Jacques-Alain Miller dans son cours, un effort de poésie, et bien, transfigurer cette fragilité, c'est la renverser depuis un effort de poésie en véritable puissance créatrice. Voilà. Oui, vous terminez tous les deux sur la création. Voilà, ouais, c'est pour ça que je voulais parler de la langue et de l'indicible, parce qu'il me semble que voilà, c'est un point de rencontre entre nos deux livres. Est-ce qu'il y a des questions? Osez. Je trouvais très intéressant de vous entendre parler de la mauvaise rencontre, parce qu'effectivement, dans la mauvaise rencontre, ça se joue dans la répétition. Hein, et je trouve que vous pointez bien les choses, c'est-à-dire a posteriori, la volonté de voir, le souvenir écran, et puis la confrontation avec l'insupportable. Je trouve très intéressant de passer par là. Et ensuite, vous dites de Philomèle, elle se fait violer. Vous avez choisi volontairement la formule se fait violer, plutôt d'avoir qu'elle se soit fait violer ou qu'elle ait été violée. Je pense, est-ce que c'est... Oui, j'ai dit vite parce que j'ai fait un long développement sur ce mythe des métamorphoses d'Ovide. On pourrait dire qu'elle subit effectivement ce viol de la part de Thérée. Et je trouve sur la répétition, effectivement, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, vous montrez bien qu'à un moment donné, elle est obligée d'aller se reconfronter à la chose, justement, parce qu'il y a ce trou dont vous parlez. Et comme si elle avait été dépossédée, à un moment donné, de quelque chose. Oui, ce qui est très beau dans ce mythe des métamorphoses d'Ovide, c'est qu'une fois qu'elle a la langue coupée, Philomèle,
Pourquoi est-ce qu'il lui coupe la langue, Thérèse? C'est parce qu'elle le menace de dire. Elle dit, je dirai par-delà toutes les forêts le crime que tu viens d'accomplir, parce que c'est sa belle-sœur, il faut le rappeler. Il viole la sœur de sa femme, qui lui a été confiée par son beau-père. Donc il a vraiment transgressé les lois de la famille et les lois de la parole. Et donc il lui coupe la langue après qu'elle ait dit qu'elle dénoncerait ce crime, c'est-à-dire qu'elle braverait la pudeur. Et ce qui est très beau, c'est que dans ce mythe, il ne s'agit pas de laisser Philomèle muette, mais de montrer comment est-ce qu'elle va trouver, par une invention, par la broderie, une manière de dire ce qu'elle ne peut plus dire. Elle va broder ce qui lui est arrivé, le viol par Thérèse, et elle va remettre cette broderie, faire remettre cette broderie à sa sœur qui se vengera d'une façon inouïe. Une vengeance à la hauteur de la vengeance de Médée. Et donc, c'est vrai que ce qui est beau, c'est l'idée qu'il y a à voir avec la psychanalyse de devoir inventer finalement une langue à soi, là où le traumatisme nous confronte à une langue coupée, c'est-à-dire au fond à une langue morte. Comment dire quelque chose alors que la langue du traumatisme nous confronte à la mort? Comment revivifier la langue? Voilà. Merci pour votre question. Oui. Comment revivifier la langue? Oui, tout à fait. Et j'avais une autre question, ça concernait votre intervention. Quand vous avez parlé de Ford, j'ai pensé au grand T de... Quand vous avez parlé de Ford et du Fordisme, oui, j'ai pensé au grand T de Huxley dans Le meilleur des mondes. Et je me demandais si ça ne préfigurait pas un petit peu les choses, en définitive, de cette société de la norme que Foucault a commencé à décrire, dont vous parlez. Ça semble assez proche, finalement. C'est-à-dire, une chose appelle une autre, j'ai l'impression là encore. Oui, et peut-être pour faire un lien, un pont entre aussi l'intervention de Clotilde et votre question, moi je pensais à cette phrase d'Aimé Césaire que j'aime beaucoup par rapport à la littérature, où il dit je serai la bouche des malheurs qui n'ont pas de bouche. Et on retrouve cette question de la langue. Enfin, oui, je crois que c'est une... Bon, là aussi, c'est tout un chapitre qu'on n'a pas la possibilité d'ouvrir, mais la grande question, c'est que tous les progrès des sciences, tous les progrès, si vous voulez, techniques, n'ont pas été accompagnés d'une capacité de développer, justement, on va dire, la sagesse pratique. Et la grande illusion, j'en ai beaucoup parlé dans l'avant-dernier bouquin sur l'effondrement, la grande illusion du 19e et une partie du 20e, c'est cette idée qu'à force de développer les techniques et les sciences, la sagesse pratique viendra. C'est un fossé énorme entre le degré de technologie que nos sociétés atteignent et la sagesse moyenne de ses habitants. Il y a un gap immense entre les deux. C'est-à-dire, on scinde l'atome, je dis la société scinde l'atome, et en même temps, on est à un niveau de sagesse extrêmement faible, je pense individuellement. Avec cette illusion que c'est en développant d'autant plus la technologie et les sciences qu'on y parviendra, alors que le gap ne fait que s'accroître. C'est ça le problème. Alors c'est ce que George Friedman appelait aussi le grand déséquilibre. Où il voyait justement le malheur du monde par ce déséquilibre-là. Bon, après il y a toute la philosophie de Benjamin, de Walter Benjamin, qui montre d'une certaine manière que cette illusion évolutionniste, pour aller vite, qui passerait par le truchement de la technique, de la science et de l'industrie, est ce qui va conduire justement au nazisme, au fascisme, etc. Donc c'est un point qui est très important. Sinon, moi je pensais aussi à autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est... Parle fort, ouais. Ce que j'ai beaucoup aimé, on n'entend pas? Non, vous n'entendez pas. Parle un peu plus fort. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce que tu as dit sur le sujet cède à la situation. Et sur la nécessité, du coup, dans laquelle il se trouve,
d'aller récupérer ou reconstituer ce moment de la session. Moi, ça m'évoque une petite historiette. J'ai commis un livre sur les passions, parce que j'étais passionné des passions, et ça s'appelle Logique des passions. Il y avait une historiette qui m'avait beaucoup frappé, qui est notamment rapportée par Madeleine Chapsal dans La Maison de Jeanne. Cette historienne, c'est la petite souris qui est allée sur une voie ferrée, et en train est passée, et elle a perdu sa queue. Et elle retourne pour récupérer sa queue, et elle perd la patte. Bon, je vous la fais courte, mais elle se retrouve rapidement démembrée comme ça. Et je trouve qu'il y a une très grande, comment dire, finesse dans cette idée-là concernant la logique de la passion qui n'est pas sans rapport avec le traumatisme, mais il n'est pas sans rapport avec le traumatisme. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui fait que par compulsion on y retourne, si ce n'est pour tenter de saisir ce qui à un moment donné nous a échappé. Comment? Comme Emma. Oui, c'est exactement ça. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, ça m'a beaucoup intéressé, parce que ça m'a évoqué justement cette logique des passions, où le sujet y retourne, mais il y retourne pour justement se saisir de ce qu'il a perdu sans le savoir, et il ne fait que renforcer justement cette perte. Oui, Lacan parle aussi de commémoration. Oui. Commémoration, dans le séminaire 11, lorsqu'il aborde la question de la répétition, justement, et pour le coup de la mauvaise rencontre aussi, moi j'aime beaucoup aussi ce passage où il dit qu'il y a finalement dans la répétition quelque chose d'une commémoration. C'est beau de le dire comme ça. C'est-à-dire que cet événement traumatique, tant qu'on n'a pas réussi à s'extraire des effets qu'il a produits, on ne cesse de le commémorer. Ben oui, parce qu'il a fait cassure, il a fait événement. Donc on le commémore et on continue d'en subir les effets du côté de la pulsion de mort. Et c'est vrai que finalement, là, il y a la question du désir de savoir. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, on va affronter, est-ce qu'on a envie de savoir quelque chose sur ce qui a fait trauma pour nous et sur la façon dont on peut ensuite essayer de s'extraire de cette modalité de jouissance qui au fond, nous abolit. Une commémoration de quelque chose dont on n'a pas la mémoire. C'est ça. C'est ce qui fait la différence entre le transfert et le traumatisme. Ouais. Oui, c'est beau, c'est bien dit, une commémoration de quelque chose dont on n'a pas la mémoire. C'est-à-dire, tant qu'on est frappé d'une forme d'amnésie par rapport au trauma, c'est notre corps, au fond, qui le commémore. C'est aussi ce que dit Freud dans les 5 leçons sur la psychanalyse. Les névrosés commémorent quelque chose avec leurs symptômes. Alors c'est là où, une nouvelle fois, moi je trouve qu'on a beaucoup de liens possibles avec cette question que tu me posais, à laquelle je n'ai pas répondu, de la servitude et de l'émancipation. Parce que par exemple, si on prend les travaux justement de Chamoiseau, de Glissant, d'autres notamment, ils montrent bien que quelque chose s'est perdu dans le limon des océans traversés par les bateaux négriers, qui ne sera pas récupérable parce qu'il n'y aura pas de traces. Et ce d'autant plus que les négriers séparaient les captifs en fonction de leur langue, de leur croyance. C'est-à-dire qu'en gros, il fallait éviter les révoltes, et donc ils mettaient des gens qu'ils avaient capturés dans d'autres parties et dans d'autres tribus, de manière à ce qu'ils ne se comprennent pas. Et donc, comment faire mémoire, comment faire trace, justement, de ce qui n'a pas pu, en quelque sorte, être assemblé. Et ce qui est intéressant, c'est que Chamoiseau, comme Glissant parle du gouffre, montre que c'est par une création qui est du côté
danse, du chant, et il dit par exemple dans le jazz. Le jazz est une musique créole, non pas parce qu'il est inventé par des Noirs américains, mais c'est une musique créole parce que sa rythmicité est une façon de restituer ce dont on n'a pas eu la mémoire. C'est ce que vous dites, c'est la situation des Noirs américains. Je crois qu'il y a quelques remarques ou questions. Ah, très bien. Oh non, non. Oui. Donc une question de Henri Saint-Jean dans le chat. Travaillant cet après-midi précisément sur la question de la violence, je me suis demandé si ce débat entre consentir et céder ne serait pas d'abord une impression et une perception subjective par excès ou par défaut, entre guillemets, par excès et par défaut. Pour appréhender le vécu d'une situation, il n'est pas selon moi réaliste d'opposer radicalement l'objectif et le subjectif, ni l'universel ou le relatif. Et ne serait-ce pas là que réside la difficulté pour qualifier ces conduites? C'est plus une remarque peut-être. Oui, peut-être. Moi, disons qu'en tout cas, ce que je peux juste dire sur la distinction objectif et subjectif, c'est pas du tout une distinction dont on fait usage en psychanalyse. En fait, ce qui compte, c'est l'expérience subjective. Donc là, je ne me situe pas, quand je parle de cette distinction entre céder et consentir, je ne me situe pas dans le cadre juridique. Je ne me situe pas dans le cadre d'une reconstitution des faits pour savoir ce qui a vraiment eu. En fait, dans l'expérience analytique, comme le dit Lacan, on s'intéresse à la vérité du sujet. Donc ce qui compte, c'est pas de reconstituer les faits, de confronter celui qui parle à la réalité des faits. C'est pas une cour d'assises. Mais ce qui peut avoir un effet sur le sujet, c'est le fait qu'il puisse accéder lui-même à une articulation de l'expérience qui a fait trauma ou qui a fait énigme ou qui l'a confronté à une perplexité. Donc, dans la question de la violation, eh bien, il y a aussi souvent une énigme sur ce qui a fait violation, et une parole peut aussi faire violation pour un sujet. Et donc là, il s'agit de voir pourquoi est-ce qu'une parole singulière a pu faire trauma, par exemple. Donc on voit qu'on est là vraiment au niveau de l'expérience subjective. Deuxième question, pouvez-vous nous donner des références d'ouvrages d'Édouard Glissant? J'ai pas compris. Des références d'ouvrages d'Édouard Glissant. Oh, vous avez énormément de choses. Vous avez la philosophie de la relation, vous avez le discours antillais, vous avez alors moi j'aime beaucoup l'intraitable beauté du monde qui rassemble des manifestes et des textes écrits par Glissant et Chamoiseau. Voilà. Bon, mais c'est une œuvre énorme, Glissant. Ça me vient pas comme ça. Il faudrait vraiment que je rachète une note de bas de page, mais c'est énorme. C'est vraiment. Et puis, ce qui est très intéressant chez Glissant, d'abord, il était assez copain avec Deleuze, donc il se connaissait. Et chez Glissant, il y a une ouverture à la psychanalyse. Je n'ai pas rencontré la référence explicite, mais on sent. Alors, il était marié avec une psychanalyste. Sa dernière femme, en tout cas, était une psychanalyste. C'est Sylvie Glissant. Mais je trouve que quand par exemple il parle du désir de l'opacité singulière, il est contre la société de la transparence et de l'information, comme moi, vous avez compris. Et quand il parle justement de l'opacité particulière singulière, il y a quelque chose, dans le discours antillais notamment, qui manifeste, je dirais, ou une intuition ou une connaissance de la psychanalyse. Il y a d'ailleurs un texte aussi sur la connaissance des langues chez Glissant, qu'il oppose au savoir parler une langue et la connaître. On peut savoir parler une langue sans la connaître, et paradoxalement, on peut connaître une langue sans la savoir en tant que, alors ça c'est très Benjamin, en tant que point d'inachevé dans la langue. Je crois qu'il y a eu un ou deux autres commentaires, non?
Gilles? Je sais pas, on voit s'il y a des derniers. Et d'autre part, vous avez évoqué un brouillage du consentement. Est-ce qu'il y aurait aussi aujourd'hui un brouillage du désir propre au sujet, ce qui alimenterait le vertige entre céder, consentir, ne plus savoir être face au désir de l'autre? Ah oui, alors tout à fait, Ouais, bien c'est sûr. bien, Ça, bien c'est dit, vraiment ouais. une très belle question. Et alors, je pourrais peut-être pas y répondre maintenant, mais effectivement, dans mon livre, dans toute la partie sur ne pas céder sur son désir, hein, tout ce chapitre, justement, j'essaye de montrer aussi la difficulté qu'un sujet peut avoir à savoir ce qu'il désire. Hein, au fond, et à quel point la dimension du désir, la dimension de la jouissance peuvent aussi être brouillées. Et en fait, comme dit, comme le montre Lacan, finalement, la question n'est pas seulement de savoir ce qu'on désire, ça on croit le savoir à travers ce qu'on demande, mais la question est de savoir depuis quel lieu on désire. Ça, c'est une question qui indique le fait que le désir met toujours en jeu l'inconscient, hein, qu'il y a quelque chose qui doit être interprété dans le désir. Voilà. Et c'est ce qui, par exemple, peut se découvrir à travers les rêves, à travers l'interprétation des rêves. Et c'est pourquoi Freud avait pu définir le rêve comme la réalisation déguisée d'un désir refoulé, c'est-à-dire pour nous faire entendre évidemment quelque chose sur le rêve, mais aussi quelque chose sur le désir. C'est-à-dire qu'il y a dans le rapport au désir quelque chose aussi qui nous échappe, une part d'énigme, hein, et qui justement peut être interprété dans l'analyse lorsqu'on s'intéresse à ses rêves, hein, et à la façon dont le désir surgit en un lieu où on ne pensait pas le rencontrer. Hein, ça surgit sur ce mode-là. Bon, Roland, toi tu vas aller ce soir à une projection d'un film de Gaillan, de Xavier Gaillan, qui s'appelle Une époque sans esprit. Voilà, Une époque sans esprit, qui est en train de tourner, qui va là ce soir, je dis ça pour l'heure, qui sera au 3 Luxembourg, et donc qui est en parallèle aussi avec ton livre, et tu te balades dans toute la France en ce moment pour... C'est un peu épuisant d'ailleurs. Ouais. Je l'ai aperçu au début. Mais non. Ça a été un peu laborieux. Non, c'est moi qui t'ai Non, parce que je pensais partir à quelque chose. Je sais, t'es très organisé. Et je n'ai pas les qualités pédagogiques de Clotilde qui structure parfaitement son propos. Voilà. Bon, ben voilà, on va terminer là-dessus, ok? Merci à tous. Merci. Merci aussi à ceux qui étaient présents parmi vous, mais merci à ceux qui sont venus. Et à l'hôpital Sainte-Anne de nous accueillir. C'était un plaisir d'échanger.